le thème d'aujourd'hui, c'est la santé, le genre et les femmes. En fait, ce que je voudrais essayer de raconter, d'expliquer, sur quoi je voudrais essayer de réfléchir avec vous, et sentez-vous absolument libre d'intervenir si vous en éprouvez le besoin et que vous avez quelque chose d'important à dire, y compris pour m'interrompre. C'est quelque chose... comment vous dire? À un moment donné, je suis arrivé avec une phrase qui était le féminisme est un humanisme, ou le féminisme est humaniste, ou le féminisme est intrinsèquement partie de l'humanisme. Et je ne savais pas comment tourner cette phrase dans ma tête, sinon que finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en tant que médecin, j'avais été poussé à réfléchir à ce que c'était que le féminisme, pour moi, individu. Hein. Il ne s'agit pas d'une théorie qui se voudrait totalitaire et définitive, mais d'une interrogation personnelle au travers de mon travail de médecin. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à ça, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Quand on pense à la santé, aujourd'hui, on sait que les deux déterminants de la santé sont finalement des inégalités. Et il y a deux types d'inégalités qui sont des déterminants flagrants de la santé. La première inégalité, et c'est une inégalité, c'est le fait du hasard, ce sont les inégalités biologiques. C'est-à-dire que nous naissons, chacun de nous naît avec un bagage génétique différent, et le hasard fait qu'un certain nombre d'entre nous naissent avec un bagage génétique qui nous permet, d'être en bonne santé, deuxièmement, de ne pas avoir de handicap, enfin d'être complet. Le simple fait, par exemple, de naître avec un membre mal formé, c'est un handicap. Ça ne vous empêche pas d'être en bonne santé, mais ça vous empêche de remplir un certain nombre de fonctions, ou ça les rend en tout cas très difficiles. Et ça, c'est le hasard du génome et des recombinaisons génétiques, même si, bien entendu, il y a des effets de l'environnement qui peuvent être tracés là-dessus, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, la première inégalité, c'est notre biologie. Chacun de nous naît avec un bagage génétique qui lui-même nous confère des capacités immunologiques qui nous permettent de lutter contre les millions de parasites qui nous agressent tous les jours. Hein. La vie, c'est une course d'obstacles entre un organisme vivant et les parasites qui profitent de lui et dont il tire d'ailleurs aussi des avantages. Vous savez que votre intestin est entièrement colonisé par des bactéries qui ne sont pas là pour nous faire du mal, mais qui sont là pour nous aider à digérer les aliments que nous mangeons. Donc il y a des interactions extrêmement riches entre les parasites qui nous environnent, qui sont sur notre peau aussi, qui permettent à la peau de garder ce qu'on appelle la trophicité, c'est-à-dire sa souplesse, sa vie, enfin qui la rendent vivante. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces bactéries. Hein. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'un certain nombre de gens qui vivent dans des environnements un peu trop aseptiques développent des maladies qui sont liées au fait que leur immunité ne s'est pas développée normalement. Le deuxième type d'inégalité, c'est les inégalités sociales, culturelles et environnementales, bien entendu. Et les inégalités sociales sont un facteur majeur d'inégalité en santé. On peut même parler, même si on peut parler d'inégalité biologique, on peut parler souvent d'iniquité sociale. Parce que là, il ne s'agit plus seulement d'inégalité, il s'agit aussi d'un problème de justice. Donc nous ne sommes pas égaux par le génome, nous ne sommes pas égaux par les conditions dans lesquelles nous naissons et vivrons. Et en plus, plus un pays est hiérarchisé et inégalitaire, plus les différences en matière de santé sont grandes. C'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide sociale, il y a des gens en bonne santé qui consomment la majorité des ressources en santé. Et au bas de la pyramide sociale, vous avez des gens qui sont en mauvaise santé déjà depuis la naissance souvent et qui en plus ont très peu accès aux soins. C'est très net quand on passe d'un pays, d'un pays
avec une hiérarchie sociale extrêmement grande dans laquelle il y a une toute petite élite en haut qui possède absolument toutes les ressources et puis une grande partie de la population qui ne possède rien et qui n'a pas accès à ces choses. Mais c'est visible aussi dans des pays comme la France. La France est un pays extrêmement hiérarchisé, centralisé, dans laquelle il y a des inégalités sociales très très importantes et donc des inégalités en santé très grandes. Et les inégalités et iniquités liées au genre sont à la croisée de ces problèmes. Parce que, génétiquement parlant, biologiquement parlant, les hommes et les femmes ne sont pas construits de la même manière. Leur physiologie et leur psychologie fonctionnent de manière différente. Si la physiologie masculine et la physiologie féminine sont différentes, le cerveau masculin et le cerveau féminin sont différents et fonctionnent donc de manière différente. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, mais simplement qu'il y a des différences, et qui sont des différences qu'on peut identifier, qu'on peut regarder, qu'on peut explorer, étant bien entendu aussi qu'il y a souvent autant de différences dans un même genre, c'est-à-dire entre différentes femmes, qu'entre les deux genres. Et il y a même, si on fait, je me souviens d'un schéma qui représentait ça très bien, c'est si vous prenez par exemple la taille. Je suis désolé, hein, je me lève, mais si vous prenez la taille, il y a une distribution de la taille parmi les hommes qui est comme ça, il y a une distribution de la taille, parmi les femmes qui est comme ça, il y a une distribution de la taille parmi les hommes qui est comme ça, et donc il y a des hommes et des femmes qui ont absolument des tailles comparables, mais statistiquement, il y a quand même plus de femmes qui sont plus petites que plus d'hommes. Ça ne veut pas dire que le corps de l'un vaut plus que l'autre, c'est juste une observation statistique. Mais ces différences, elles ont une importance, et elles ont une importance bien entendu dans le vécu biologique, et puis ensuite dans le vécu social. Socialement parlant, femmes et hommes ne sont pas construits et par conséquent traités, estimés, considérés de la même manière. Leur place dans le monde varie beaucoup. Il y a des pays ou des régions qui sont beaucoup plus égalitaires que d'autres entre hommes et femmes. Le Canada, par exemple, est beaucoup plus égalitaire que la France. Et ça se voit dans le traitement des femmes et dans la façon dont les femmes sont considérées. Cela dit, même dans les pays égalitaires, il peut y avoir de grandes inégalités. Par exemple, au Canada toujours, les peuples autochtones ont toujours été et sont encore extrêmement mal considérés. Et par exemple, les femmes autochtones sont véritablement des femmes qui sont extrêmement maltraitées par la société en général. Alors, pourquoi j'établis ça? Parce que dans mon esprit, et encore une fois, il s'agit d'une vision personnelle qui est partagée par beaucoup de professionnels de la santé, mais pas par tous, et en particulier pas par tous les professionnels de la santé chargés de former les professionnels de la santé en France, et c'est un grand problème. À mon avis, mon humble avis, les professionnels de santé ont un objectif simple, qui est de faire en sorte que les personnes dont ils s'occupent se sentent mieux après les avoir vus qu'avant. Quand j'étais médecin de famille, quand j'étais médecin à l'hôpital dans mon centre de planification, ma gratification, en dehors du fait que je gagnais ma vie, bien entendu, mais ma gratification numéro 1, c'était que la personne qui sortait de mon bureau se sentait mieux que quand elle y était entrée. En tout cas, elle ne se sentait pas moins mal. Se sentir mieux, ça peut vouloir dire des tas de choses. Ça peut être je suis rassuré, ça peut être je sais quelque chose que je ne savais pas et donc je suis mieux armé pour faire face, etc. Ça peut être j'avais un problème, on m'a permis de trouver une solution, etc., etc. Donc se sentir mieux au sens large. Et je dis bien se sentir mieux et non pas être mieux parce que ça m'est arrivé aussi de voir des patients qui avaient des maladies graves et qui, parce qu'ils avaient pu en parler avec moi, se sentaient mieux après alors que leur maladie n'avait pas changé, bien entendu. Je n'avais pas guéri ou comment dirais-je, trouvé de solution, mais je leur avais, par l'interaction que nous avions eue, apporté quelque chose qu'ils n'avaient pas en entrant. Et donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit de quelque chose de subjectif, parce que c'est très important pour moi d'insister sur le fait que le soin, c'est quelque chose dont la mesure est prise par le soigné, et non pas par le soignant. Le soignant a son mot à dire, ce n'est pas lui qui mesure le soin qu'il donne, c'est le soigné.
En principe, donc, l'objectif de faire en sorte que les gens aillent mieux, se sentent mieux après avoir été vus par un professionnel qu'avant, cet objectif vise à atténuer ou au mieux à rectifier les inégalités et iniquités de départ. Par conséquent, un professionnel de la santé devrait contribuer à réduire les inégalités et non pas à les entretenir ou les aggraver. Et bon, évidemment, c'est un enjeu moral très ambitieux qui peut pourtant être poursuivi de manière simple et peu spectaculaire, mais déterminante pour les personnes qui en bénéficient. Et je vais vous raconter un exemple, une histoire, qui est l'histoire de la patiente que j'appelle ma patiente alpha. Ma patiente alpha était une jeune femme de 19 ans et demi ou 20 ans qui était enceinte alors qu'elle utilisait qu'elle avait un partenaire régulier, elle utilisait des préservatifs de manière très assidue depuis probablement 3 ou 4 ans, depuis qu'ils avaient des relations sexuelles ensemble, et qui, malgré son utilisation assidue de préservatifs, s'était retrouvée enceinte. Elle avait décidé d'interrompre sa grossesse, et moi je l'ai vue, j'étais le médecin qui a pratiqué son interruption de grossesse. Après son interruption de grossesse, elle me dit « Je suis très angoissée parce que je ne pouvais pas utiliser de pilule hormonale pour une raison qui était une raison physiologique. Elle avait un truc hépatique qui faisait que par prudence, on ne lui donnait pas d'hormones. Et je ne sais, c'était en 1993, donc il y a longtemps. Et elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Alors je lui dis ce que je disais à toutes mes patientes de l'époque qui voulaient changer de contraception, je lui dis, mais vous pourriez vous faire poser, je pourrais vous poser un stérilet au cuivre. Et alors que, jusque-là, l'immense majorité des patientes me disaient, non, je ne veux pas parce que c'est dangereux, et d'ailleurs on ne peut pas poser de stérilet aux femmes qui n'ont pas d'enfants, y compris celles auxquelles je disais, c'est ce que les médecins français disent, mais ils sont les seuls au monde à dire ça, parce que dans tous les pays du monde, y compris dans les pays en développement, on pose des stérilets à des femmes de tous les âges et ça ne pose pas de problème. Je vous rappelle que c'était en 1993. Elle me dit, mais moi je veux bien essayer. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est dangereux? Alors je lui explique qu'il y avait des mythes, il y avait des histoires qui dataient de 25 ans mais qui n'étaient plus valables, etc., etc. Elle me dit, mais de toute façon, si vous me posez le stérilet et que j'ai un problème, je reviens vous voir. Je dis, oui, bien sûr, vous revenez me voir. Le stérilet, il n'est pas posé pour 10 ans obligatoirement. Si dans 3 semaines, vous voulez me retirer, je le retire. Ce n'est pas un problème. Je ne vous le pose pas de force. Je ne vous le pose pas de force et je ne vous laisse pas de force non plus. Donc elle me dit, moi, je veux bien essayer et puis je me sentirai plus tranquille. Et donc, je lui pose son stérilet. Ça se passe très bien. Je la vois 1 an sur 2, parce qu'un an sur 2, elle allait voir son médecin généraliste, qui me disait-elle, sautait en l'air en disant « Ouais, c'est comme si vous aviez un bâton de dynamite dans l'utérus, c'est horrible. » Enfin, bon. Et bon, avec le temps, ça s'est atténué. Au début, elle n'était quand même pas rassurée. Elle revenait me voir, et puis je rediscutais avec elle, et puis elle me disait « Non, je suis trop tranquille, je garde mon ciel. » Je l'ai vue à de nombreuses reprises entre 1993 et 2008, qui est l'année où j'ai cessé d'exercer dans le centre. Et je l'ai revue d'ailleurs la dernière année, quelques mois avant de finir. Elle a fait retirer son stérilet pour avoir des enfants. Elle a fait mettre d'autres entre-temps. Bon. Et puis, la dernière fois que je l'ai vue, donc j'allais partir. Elle savait que j'allais partir. Elle me dit, vous savez, si je ne vous avais pas rencontré et si vous ne m'aviez pas proposé un stérilet, d'après ce que j'ai compris, personne ne m'en aurait proposé. Et très probablement, dans le département, personne n'aurait fait ça. Parce que personne ne faisait ça à l'époque en dehors de moi. J'aurais pas pu, j'aurais vécu dans l'angoisse, parce que j'aurais eu peur, même en continuant à utiliser des préservatifs, à être enceinte de nouveau. Le risque d'être enceinte avec un stérilet existe, mais il est bien moins important qu'avec les préservatifs. 2, si j'avais été enceinte, je ne crois pas que je me serais fait avorter à nouveau, parce que moralement, c'était quand même assez difficile. Je veux des enfants, donc j'aurais été enceinte à des moments où je ne l'aurais pas choisi, je n'aurais pas pu faire les études que je voulais faire, je n'aurais pas pu faire le métier que je fais. Je l'ai appelée ma patiente alpha parce que, à partir du moment où je n'avais jamais posé de stérilet à des femmes sans enfants à l'époque, parce que toutes les femmes à qui je le proposais, ils refusaient, évidemment, ce qui était leur droit. Mais à partir du moment où je lui ai posé le stérilet à elle en a parlé à ses amis, bon. Et donc j'ai vu d'autres femmes venir.
Et puis moi, qui étais rassuré parce que je savais que je pouvais le faire à quelqu'un qui était en sécurité, qui pouvait venir me voir, etc., je pouvais parler de cette patiente à d'autres patientes en disant, bah voilà, j'ai une patiente de 19 ans qui... Et ça a facilité les choses pour beaucoup de gens. Tout ça avec un foutu bout de plastique en forme de T qui est grand comme ça, et sur lequel il y a un foutu bout de cuivre. Et qui vaut, quoi, 25 €. On le vend 25 €. Il vaut beaucoup moins que ça. Mais enfin, le labo le vend 25 €. On peut le garder 10 ou 12 ans en place. Et comme le disait une de mes collègues médecin généraliste à Brest, elle disait, pour dire à ses patientes de choisir un stérilet, elle leur disait, vous savez, un stérilet, c'est comme une boucle d'oreille, c'est un bijou pour l'utérus. Vous l'oubliez quand vous le portez. J'aime beaucoup cette image parce que je l'ai beaucoup utilisée après, bien sûr. Et là, on voit, dans cette anecdote, on voit comment, avec un minimum de bienveillance, je veux rendre service à cette jeune femme. Bon, il faut un savoir scientifique sur lequel on étaye ce qu'on fait. C'est un choix qu'elle a fait librement. Je lui ai proposé cette méthode, je lui ai proposé d'autres méthodes non hormonales, elle a choisi celle-là. Elle était en confiance, j'étais en confiance, elle pouvait venir quand elle voulait, etc. Et avec un geste tout à fait non spectaculaire, on peut changer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire la libérer d'une contrainte qui était les grossesses non désirées à des moments dont elle ne voulait pas, et lui permettre de faire sa vie de façon aussi libre que possible. Dans les pays en développement, on sait, enfin je veux dire, l'OMS, vous allez sur les sites de l'OMS, il y a 50 études là-dessus, on sait que quand les femmes maîtrisent leur fertilité, leur niveau de vie s'élève, leur niveau d'éducation s'élève, la santé de leurs enfants s'améliore, enfin bon, bref, les bénéfices sont incommensurables. Simplement parce qu'on permet aux femmes on leur donne les moyens de maîtriser leur fertilité. Autant dire que pour moi, et encore une fois, je peux dire ça maintenant, après 30 ans, avec 30 ans de recul, je n'aurais pas été capable de le dire au moment où je le faisais. Les problèmes de santé, les situations de santé spécifiques des femmes sont au centre de la problématique de la santé en général. La santé des femmes est au croisement de toutes ces problématiques, et je vais réénumérer pourquoi. Parce que, la physiologie des femmes est plus complexe que celle des hommes, puisque le poids de la reproduction est plus élevé pour elles que pour les hommes. Alors, il faut être deux pour se reproduire, enfin, en tout cas jusqu'à présent, mais le poids de la reproduction sexuée, c'est les femmes qui le portent dans notre espèce. Il y a quelques espèces dans lesquelles c'est les individus mâles, mais dans notre espèce, c'est les individus femelles. Deuxièmement, en raison du rôle crucial dans la reproduction, les pressions psychologiques et sociales qui s'exercent sur les femmes sont plus grandes que sur les hommes. Et d'ailleurs, plus les sociétés sont inégalitaires, et plus le rôle des femmes est au pire assimilé à celui d'esclaves de reproduction des hommes. Esclaves sexuels et donc de reproduction, l'un et l'autre étant liés. Dans un pays comme la France, les femmes consultent à la fois pour des raisons physiologiques, le cycle, la fertilité, la contraception, la puberté, etc. Et la grossesse, bien entendu, et pathologique, tous les incidents qui peuvent émailler ces situations physiologiques. Mais elles consultent aussi pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs compagnons. Pratiquement, elles consultent avec leurs copines, elles consultent pratiquement pour tout le monde. 70% des consultants, en fait, d'un médecin sont des femmes. Donc on devrait dire 70% des consultantes sont des femmes. Parce que c'est l'immense majorité. Les femmes, le fait que les femmes consultent à la fois pour des raisons physiologiques et pathologiques, d'ailleurs beaucoup plus souvent physiologiques que pathologiques, conduit à s'interroger sur la question de la norme. Je vous donne un exemple, j'ai l'exemple tout récent d'un échange que j'ai eu avec une femme médecin qui m'écrit en me disant que depuis des années, elle a ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel dysphorique. C'est-à-dire qu'elle a un syndrome prémenstruel. Bon, ça, il y a beaucoup de femmes qui en ont un. Mais elle, c'est
franchement pathologique, c'est-à-dire qu'elle fait un état dépressif profond chaque fois qu'elle est en deuxième partie de cycle. À tel point que des fois, elle a des idées suicidaires. Et c'est quelque chose qui est chronique depuis très longtemps. Il y a par exemple aussi, vous savez que la migraine vraie, c'est-à-dire le mal de tête, comment dire, avec des coups de marteau, des troubles visuels, parfois des troubles digestifs d'accompagnement, la migraine vraie, c'est surtout une pathologie féminine. Il y a des hommes qui ont des migraines, mais 85% des migraineuses sont des migraineuses. Et c'est beaucoup, souvent, pas toujours, mais souvent lié au cycle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des migraines pendant leur la phase prémenstruelle, c'est-à-dire juste avant les règles ou au moment de leurs règles, à cause des variations hormonales. Ça impose donc de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la norme. Est-ce qu'une femme qui a une migraine, ce n'est pas une femme normale? Si, c'est une femme entre guillemets normale. C'est une femme qui est en bonne santé, à ceci près qu'elle a des migraines qui peuvent être ou non rythmées par ses règles. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'on la traite comme une malade? Ou bien est-ce qu'il faut qu'on la traite comme une personne qui a une caractéristique particulière qui lui pourrit la vie de manière épisodique, mais qui, en dehors de ça, ne met pas sa vie en danger? Et c'est très important parce que la médecine, et en particulier la médecine française, s'occupe essentiellement du pathologique, c'est-à-dire de ce qui est une maladie qui est susceptible d'entraîner une invalidité profonde ou une dépendance ou la mort. Ce qui n'est pas le cas de la migraine. Est-ce que nous devons, à ce moment-là, et c'est ce genre de question que je me suis posée très tôt quand j'étais médecin, quand j'étais jeune médecin et que je voyais des femmes migraineuses qui venaient d'ailleurs, et on ne leur avait jamais dit qu'elles avaient une migraine, on leur disait « vous avez une crise de foie ». Parce que le plus souvent, elles avaient des symptômes digestifs d'accompagnement, le mal de tête, il apparaissait qu'après, donc elles se mettaient à vomir tripes et boyaux, les pauvres, elles étaient dans le noir, elles ne voulaient rien entendre, et puis quand, je me souviens d'une patiente comme ça, on m'appelle « ah, ma femme a une crise de foie ». Déjà, la crise de foie, c'est un syndrome franco-français qui n'a aucune existence physiopathologique, mais qui était un truc très pratique pour mettre un truc fourre-tout très pratique. Et cette femme, donc je vais chez elle, je rentre dans la chambre, il faisait plein jour, il faisait un beau soleil comme ça, il faisait plein jour, les volets étaient fermés. Et quand elle m'entend entrer, j'ouvre la porte, puis la porte cogne un peu. Et là, j'avais fait le diagnostic. Mais on ne lui avait jamais dit qu'elle avait une migraine. On l'avait toujours traitée avec des dépuratifs hépatiques. On ne lui avait jamais donné de traitement anti-migraineux. Le jour où elle a eu un traitement anti-migraineux, elle n'a plus fait de migraine ni de crise de foie. Bon. Donc vous voyez comment regarder avec des lunettes qui sont des préjugés. Ouais, bon, tu comprends, elle nous fait sa crise de foie, elle a l'habitude. Ou bien, ah ben non, cette patiente, elle est migraineuse, et donc elle mérite que sa migraine soit traitée pour que sa vie devienne de meilleur repos, qu'elle aille mieux après qu'avant nous avoir vus. Ça interroge sur la norme. Hein. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique? Le problème, c'est que les médecins en France, particulièrement en France, mais en général, mais c'est particulièrement vrai en France, les médecins sont porteurs, héritiers, et sont les porteurs, les héritiers, et ils sont les élèves d'une idéologie dominante, qui est très dominante dans les facultés de médecine, qui peut se résumer de la manière suivante: toutes les personnes qui ne sont pas médecins valent moins que moi. Et en plus, les femmes, c'est pire parce que c'est des femmes. Je caricature à peine. Et je suis sûr que toutes les femmes ici présentes ont eu ce type d'attitude de la part d'un médecin, homme ou femme, parce que là, ce n'est pas une question de genre, c'est une question... Moi, je considère que c'est une posture de classe, hein, qui est indépendante du genre de la personne qui l'exerce. C'est une posture de classe qui considère que toute personne qui n'est pas médecin vaut moins que la personne qui est médecin. Et donc, beaucoup de médecins sont porteurs, pas tous, hein, mais beaucoup trop à mon avis, sont porteurs et héritiers de cette idéologie. Ils l'appliquent, ils la perpétuent, et très peu la contestent parce que, évidemment, la contester, c'est remettre en cause ses prérogatives et ses privilèges. Toute déviation de la norme, entre guillemets, de la norme éditée par l'idéologie médicale, ou psychiatrique, ou psychanalytique, enfin toutes les normes dogmatiques en tout cas,
est considéré comme devant être rectifié ou normalisé. Par exemple, dans le cœur des femmes, j'en parle, les variations anatomiques à la naissance, c'est-à-dire un enfant qui ne naît pas doté exactement de l'appareil génital anatomique prévisible et noté dans les livres, est considéré comme déviant. Donc, en France c'est encore le cas, on le réassigne, c'est-à-dire qu'on cherche à lui faire ressembler le plus souvent à ce qui est le plus facile à faire, c'est-à-dire à une femme, donc à tout couper. Ce qui est une catastrophe, bien entendu, parce que cet enfant, quand il va arriver à un certain âge, c'est-à-dire à l'âge de la conscience de soi, il ne sera peut-être pas d'accord avec le genre dans lequel on l'a assigné. Aux États-Unis, au Canada, dans des pays comme les pays scandinaves, en Angleterre, ça fait déjà longtemps qu'on se pose ces questions-là et que les groupements de personnes intersexuées qui ont été opérées de manière autoritaire et abusive quand elles étaient enfants disent « J'aurais préféré qu'on me laisse attendre ma puberté ou mon âge adulte pour que je décide moi, 1, si j'étais du genre qu'on m'avait assigné, et 2, si je voulais me faire opérer ou pas. » C'est une violence qui est faite à des enfants qui n'ont rien demandé. Notez bien que parfois, il y a des anomalies qui sont elles-mêmes sources de troubles, comme par exemple s'il y a une anomalie du méa urinaire qui favorise les infections urinaires. Bien sûr, ça, il faut le rectifier. Il faut faire en sorte que cet enfant ne fasse pas d'infection urinaire. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est obligé de tout couper ou qu'on est obligé de lui faire une chirurgie, entre guillemets, normalisante. Mais vous voyez bien que la norme ou les normes médicales s'imposent sur la question du genre dès la naissance. Si votre enfant naît, si vous-même êtes né avec un aspect qui n'est pas tout à fait conforme à ce que les médecins pensent que la conformité devrait être, vous vous exposez à ce qu'ils disent aux parents, ben quand même, faudrait nous arranger tout ça. Je ne dis pas que les parents ne demandent rien, je dis simplement que les médecins sont beaucoup mieux armés que les parents pour proposer des choses qu'ils ne devraient pas proposer et pour imposer des choses ou refuser des choses avant même que les parents aient posé la moindre question. Évidemment, cette normalisation, elle s'est longtemps exercée, elle continue à s'exercer encore de façon plus, comment dirais-je, plus sournoise. Elle s'exerce aussi sur les préférences sexuelles. L'homosexualité était considérée comme une anomalie, une pathologie même, pathologie répertoriée dans les livres de médecine jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire quelques décennies. Mais évidemment, alors, des personnes, par exemple, qui se disent comme asexuelles ou asexuées, qui ne veulent pas ou qui n'ont pas de désir sexuel. Au contraire, des personnes qui ont un désir sexuel tout à fait important sont considérées comme déviantes, alors qu'il y a des articles qui sont en train de sortir de plus en plus. Maintenant, on sait que le génome ne code pas pour hommes hétéros, femmes hétéros. Le génome code pour des tas de variantes de la perception de soi, de l'anatomie, du désir, des préférences, etc. Et que le curseur est variable, ces différents éléments, eh ben, le curseur est variable chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on peut être un homme qui a l'air très, très, très masculin, et puis avoir des préférences sexuelles bi ou homo, ou même ne pas avoir de désir du tout. Même chose pour les femmes. Donc il n'y a pas de... La biologie n'a pas de normes. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que la loi de la gravitation. La loi de la gravitation fait que sur la Terre, la gravitation est... On dit que la gravitation est 1. Quand vous allez sur la Lune, c'est 0,4 ou quelque chose comme ça, ou 0,6. Si vous allez sur une planète comme Neptune, c'est 3,5. Donc si on arrivait là-bas, on serait... Bon. La loi de la gravitation est la même, pareil, mais comme les planètes sont différentes, les environnements sont différents, l'intensité de la gravité est différente. Bon, eh ben, la biologie, c'est la même chose. Les lois de la biologie sont les mêmes pour tout le monde, mais l'expression de ces lois de la biologie varie en fonction du génome, c'est-à-dire notre code de départ, et puis de l'environnement dans lequel nous allons vivre.
Et donc j'en arrive à ma conclusion. En principe, on a des variantes, et puis on a des gens qui sont tous différents. De l'autre côté, on a des professionnels de santé dont l'objectif devrait être de faire en sorte que les gens aillent mieux après qu'avant. Et puis, on a, parmi la population, on a une majorité de femmes qui consultent les médecins, soit parce qu'encore une fois, elles servent de relais avec d'autres personnes. Hein, elles consultent pour les enfants, elles consultent pour la famille. Elle consulte pour le mari en poussant, ou elle consulte parce que le mari ne veut pas venir en demandant conseil au médecin pour le mari. Ou bien parce qu'elles sont poussées à consulter. Ah là là, tu es enceinte, tu devrais aller. Il y a une jeune fille qui m'a écrit là tout à l'heure, ou hier, en me disant je suis contente d'être allée sur votre site parce que là, j'ai été rassurée complètement. Ma mère n'arrête pas de me dire que j'ai 25 ans, je devrais aller voir un gynécologue. Et vraiment, je n'ai pas envie. Et maintenant, depuis que j'ai lu votre site, je sais que je n'ai pas besoin d'aller voir un gynécologue si j'en ai pas envie et si j'ai rien qui justifie que j'aille voir un gynécologue. Bon. Hein, l'examen gynécologique rituel de la jeune fille de 14 ans qui commence à avoir ses règles, non. Non. Allez demander conseil parce que la gamine, elle ne veut pas aller demander conseil parce qu'on voit qu'elle dérouille quand elle a ses règles et demander au médecin qu'est-ce qu'elle pourrait prendre. Oui. Proposer à sa fille de l'emmener et puis de la laisser avec le médecin pour lui poser les questions qu'elle a envie de lui poser, si elle veut. Oui, mais pas d'examen gynécologique systématique sous prétexte qu'elle a 14 ans et qu'elle vient avoir ses règles, ou 12 et qu'elle vient d'avoir ses règles. Ça, c'est de la normalisation ou de la médicalisation abusive. Et vous remarquerez qu'on ne dit jamais ça aux garçons quand ils ont leurs premières éjaculations nocturnes. On ne dit jamais ça non plus aux garçons quand ils n'ont pas d'éjaculation nocturne, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont. Moi, j'en avais quand j'avais 12 ans ou 13 ans. J'étais très angoissé parce que personne ne m'en parlait. J'ai compris ça beaucoup plus tard. Mais il y en a qui n'en ont pas et qui se sentent coupables parce qu'ils n'en ont pas. Parce que les autres disent « oui, moi j'en ai ». Bon. C'est toujours... Non, mais c'est ça. On est toujours dans la normalisation de la physiologie. En principe, puisque les femmes consultent beaucoup, soit pour elles, soit pour les autres, parce qu'on les pousse à consulter, elles devraient se trouver face à un corps professionnel qui les accueille avec les grands principes de la bioéthique, hein, bienveillance et bienfaisance. Hein, je suis bienveillant avec toi et j'essaye de te faire du bien. Non-malfaisance, d'abord ne pas nuire. Donc d'abord, je ne t'examine pas si tu n'as pas envie que je t'examine, parce que je vais faire plus de mal que de bien. Autonomie, c'est-à-dire respect de la liberté de la personne. Confidentialité, évidemment, je ne vais pas aller raconter à vos parents ce que vous m'avez raconté. Et justice. La justice étant, au niveau d'un médecin, la justice individuelle, bioéthique, hein, ce n'est pas la même chose tout à fait que la justice collective. Au niveau d'un soignant, la justice, c'est essayer de faire de son mieux pour soigner tout le monde de la même manière. C'est-à-dire pour donner les mêmes soins et donner accès aux mêmes ressources à tous les gens, en fonction de leurs besoins, bien entendu, mais d'une manière équitable. Alors, le problème, c'est que les professionnels de santé bénéficient de deux choses qui compliquent beaucoup la situation. La première chose dont ils bénéficient, c'est qu'ils disposent d'un savoir, ils disposent d'un réseau, ils disposent d'interactions possibles avec le reste des professionnels de santé qui leur rend la vie très facile, non seulement professionnellement, mais personnellement. Un privilège, à mon avis, extrêmement grand des professionnels de santé, et surtout des médecins, c'est que quand un médecin a un membre de sa famille qui est malade, c'est beaucoup plus facile pour lui de savoir à qui il va l'envoyer pour le faire soigner qu'à quelqu'un qui n'est pas médecin. Simplement parce qu'il connaît les réseaux. C'est plus facile aussi de savoir tout de suite, pas toujours, mais en principe, c'est plus facile de savoir tout de suite si c'est grave ou pas. Ça dépend si le médecin est angoissé ou non. Moi, je n'étais pas trop angoissé, donc je pouvais dire tout de suite que mes enfants n'allaient pas mourir dans la minute même d'une... Je me souviens d'un de mes jumeaux qui a fait une convulsion fébrile dans mes bras parce qu'il faisait, tout simplement, il faisait 40 et puis boum, il a convulsé. Comme ça arrive chez beaucoup de petits. Je ne l'ai pas emmené à l'hôpital, je ne l'ai pas fait mettre en observation, je ne l'ai pas fait mettre sous médecin. Je savais qu'une convulsion fébrile,
ça peut arriver chez un petit une fois, que le plus souvent, ça ne se reproduit pas, et qu'en soi, c'est bénin. Je le savais. Je le savais, et en plus, j'ai été doté d'un trouillomètre suffisamment bas pour ne pas m'angoisser. Oui, mais quand même, s'il pouvait avoir autre chose. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est la formation médicale, c'est une formation à la paranoïa. Le problème, c'est que c'est les patients qui en pâtissent. Les médecins aussi, mais enfin, les patients en pâtissent beaucoup. Et donc, en principe, alors, premier avantage, savoir, réseau. Bon. Deuxième avantage, ça c'est lié à leur profession, à la technicité de leur profession. Le deuxième avantage, il réside dans la façon dont les gens les voient. Les professionnels de santé, et particulièrement les médecins, bénéficient d'un statut social et d'une confiance spontanée extrêmement importante. Il est très difficile de remettre en cause ce que dit un médecin. Même quand, notez bien, même quand on est soi-même médecin. Une petite anecdote. C'est un truc qui date des années 80, 70-80. Un grand spécialiste du cancer de l'ésophage, américain, découvre un jour qu'il a un cancer de l'ésophage. Or, c'est le plus grand spécialiste du cancer de l'ésophage de la côte Est des États-Unis. Il veut se faire soigner. Il va donc voir des collègues. C'est tous ses élèves. Personne n'ose lui proposer un traitement, parce que c'est lui le grand spécialiste. Puis un soir, il cause avec son voisin, qui doit être, je ne sais pas moi, menuisier, parce qu'aux États-Unis, hein, on passe de la maison, d'une maison à une autre, puis on cause avec les voisins, on boit une bière. Puis son voisin, il lui dit, « Toi, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon médecin. » Et là, il a une illumination, il déménage, il va habiter sur la côte ouest où personne ne le connaît, et là, on le soigne. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est lié, qui est inhérent au statut du professionnel. J'ai une théorie personnelle que je ne peux absolument pas prouver, c'est une théorie qui me plaît bien, parce que ça me fait plaisir. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est que dans la tribu primitive, première, hein, dans la tribu première des humains du Pléistocène, avant l'invention de l'agriculture, donc les chasseurs-cueilleurs, ils sont entre 80 et 150, il y a toujours un homme ou une femme médecine. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les plantes, mais qui connaît l'usage des plantes médicinales, mais pas seulement ça, qui aussi a de temps en temps des visions de l'au-delà, qui communique avec les esprits, puis qui peut dire, voilà, si tu es malade, c'est parce que l'esprit du saule t'a jeté, et donc je vais te... etc. Ils sont en transe, ils ont des visions. Et ce personnage, qui peut être d'ailleurs un homme ou une femme, ce personnage a une influence très importante sur la tribu parce que c'est aussi le prêtre, hein, c'est celui ou celle qui communique avec les esprits. Comment dirais-je ? Et c'est aussi une personne qui sert à la cohésion sociale, puisque en interprétant les esprits, la personne en question, le chaman, la femme médecine, peut dire écoutez, il est temps de partir aller chercher un abri dans un meilleur endroit que celui-là qui est en train de se désertifier. C'est peut-être pas utile de se battre contre la tribu d'à côté. Il vaut peut-être mieux s'unir pour aller chercher de l'eau tous ensemble plutôt que de s'entretuer. C'est pas mal. C'est une personne qui a une influence sociale extrêmement importante. Je pense que, comme toutes nos caractéristiques psychologiques ont été modelées par l'évolution, mon hypothèse, absolument impossible à vérifier, mais je la trouve pratique, mon hypothèse, c'est que nous sommes tous programmés dans notre cerveau, enfin tous, le cerveau humain, dans sa généralité, est programmé, par exemple, pour des choses très rudimentaires, c'est-à-dire que nous avons presque tous la phobie des serpents et des araignées. Ça, c'est un avantage évolutif tout simple. Vous savez, quand les chiens se couchent, ils font 3 tours autour d'eux. Pourquoi ils font ça, y compris dans un appartement? Exactement pour la même raison que nous avons peur des araignées et des serpents. Et regarde s'il n'y a pas un truc qui pique ou qui mord sur lequel ils vont s'allonger. C'est complètement inadapté au monde d'aujourd'hui, à la vie en appartement, mais c'est un
avantage évolutif. Nous avons peur des araignées et des serpents alors qu'il n'y en a pas dans nos environnements, parce que nous avons gardé cette acquisition que nos ancêtres du Pléistocène avaient. Eh bien, mon hypothèse, c'est que nous sommes aussi programmés, d'ailleurs plus ou moins les uns comme les autres, pour croire à l'au-delà et pour croire qu'il y a quelqu'un qui peut servir d'intermédiaire avec l'au-delà dans notre vie. Et cette personne-là, elle n'existe plus. C'est le médecin, il y a eu le prêtre après, et puis maintenant c'est le médecin qui l'a remplacé. C'est pour ça que quand on va voir le médecin peut... Qu'est-ce qu'il dit le médecin ? Je veux dire, il énonce des oracles, il énonce des augures, il énonce des malédictions. Symboliquement, c'est ça. Hein. J'ai le cancer, ou j'ai le cancer comme ma mère ou mon père avant moi, ou j'ai la même maladie transmise. Il est perçu comme une personne dont la parole est beaucoup plus lourde de conséquences, moralement, symboliquement, que n'importe qui d'autre. Et pour cette raison, nous avons beaucoup de mal à contester ce que les médecins disent. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les médecins ont une emprise extrêmement grande sur la santé des individus, mais à mon avis, c'est un type de prédisposition psychologique qui rend facile pour eux de nous imposer des choses qu'on ne veut pas faire. Combien d'entre vous, assis ou assises devant un médecin et entendant un médecin lui dire quelque chose qui ne lui plaisait vraiment pas, combien d'entre vous ont déjà décidé de se lever et de sortir ? Certes, c'est un problème d'éducation, certes, mais il y a des gens du bureau de qui on sort. Dire, si le banquier vous raconte des trucs que vous ne voulez vraiment pas, vous allez voir un autre banquier. Si le garagiste vous propose une bagnole et que vous voyez que franchement il vous raconte des conneries, vous n'allez pas le jeter dans son coffre, mais vous allez partir quand même. Le médecin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça que je veux dire. Que ce soit pour des raisons éducatives, que ce soit pour des raisons psychologiques profondes, symboliques, tout ça, peu importe au fond. L'explication n'a pas d'importance. L'origine n'a pas d'importance. Le fait est que nous sommes désarmés devant cette personne d'autorité-là, particulièrement, parce qu'elle semble, dans notre esprit, savoir sur nous des choses qui sont susceptibles de changer notre vie. Et c'est vrai. Si je n'avais pas su que je pouvais poser un foutu bout de plastique avec un foutu bout de fil de cuivre à cette jeune femme et que ça lui satisferait, ça lui faciliterait la vie, j'aurais pas pu l'aider. Alors, le problème, le problème suivant, c'est que donc, en principe, les soignants devraient comprendre, identifier et compenser les inégalités liées à la biologie, mais aussi à l'environnement familial et social, et aussi aux préjugés de genre. C'est-à-dire qu'on devrait dire, par exemple, les femmes, la vie des femmes, de beaucoup de femmes, pas de toutes les femmes, enfin de beaucoup de femmes, est conditionnée par leur biologie, dans le sens où elles sont contraintes, par exemple, de faire en sorte de ne pas tomber enceinte quand elles n'ont pas envie de tomber enceinte, de contrôler un cycle qui peut être erratique, des règles douloureuses, des migraines, de surveiller leur grossesse pour s'assurer que leurs enfants vont être en bonne santé, etc., etc. De surveiller leurs enfants s'il n'y a pas de compagnon ou de compagne pour les aider à le faire. La vie des femmes est beaucoup plus compliquée que la vie des hommes. La moindre des choses de la part des professionnels de santé, ça serait d'essayer de faire en sorte de la rendre plus simple. Je ne parle pas de trucs, de science-fiction, c'est-à-dire de fabriquer des enfants en dehors du corps humain. C'est pas ça, hein. Je parle simplement des trucs qu'on peut faire aujourd'hui. Déjà, on devrait faire ça. Malheureusement, la plupart des professionnels de santé ne font pas ça.
Et en plus, les professionnels de santé, c'est des êtres humains comme les patients qui soignent. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre deux feux. Le premier, c'est que ils veulent survivre, s'épanouir, construire une famille, gagner de l'argent, etc. Et puis d'un autre côté, un certain nombre d'entre eux, pas tous, malheureusement pas tous, un certain nombre d'entre eux ont fait ce métier parce qu'ils sont dotés d'un altruisme qui est plutôt supérieur à la moyenne. Pourquoi plutôt supérieur à la moyenne? Parce que les théories sur l'évolution, et en particulier les théories de psychologie évolutionniste actuelles, disent au fond, notre cerveau est fait pour, dans les grandes lignes, est fait pour accommoder des relations avec environ 150 personnes. C'est à ces 150 personnes-là, qui sont la taille de la tribu primitive, que regardez quelle est la moyenne. La moyenne 150, vous savez ce que c'est? C'est la moyenne des amis de tous les gens qui ont Facebook. C'est la moyenne. Hein. Il y en a qui en ont beaucoup moins, il y en a qui en ont beaucoup plus. Mais le nombre moyen, c'est 150. Le problème, c'est que notre altruisme se porte de manière séquentielle et diminutive, d'abord à nos parents au sens génétique du terme les plus proches, c'est-à-dire nos ascendants, nos collatéraux, nos enfants si nous en avons. Ensuite, au cercle élargi, c'est-à-dire les amis et alliés, c'est-à-dire les gens avec lesquels on construit des familles agrandies. Ensuite, mettons l'environnement professionnel ou l'environnement quotidien. Et puis seulement après, à des gens qui sont de parfaits étrangers. Or, on a ce paradoxe extraordinaire, c'est que les professionnels de santé, ils sont censés soigner des gens qui sont complètement étrangers. Et alors, complètement étrangers à tous les niveaux, c'est-à-dire étrangers par la culture, étrangers par la région d'origine, étrangers par la langue, étrangers par la religion, étrangers par tout. Ça ne peut pas être le fait de tout le monde. Tout le monde n'est pas doté d'un altruisme suffisant pour soigner avec la même bienveillance des gens complètement étrangers à leur culture d'origine. C'est même d'ailleurs un problème qui n'est jamais envisagé, mais qui est pourtant récurrent dans les études de médecine. En France, ils sont en train d'y réfléchir au Canada, parce que ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent, mais au Canada, la société est plus égalitaire. Hein, la pyramide des différences sociales est beaucoup... Enfin, ce n'est pas une pyramide, c'est plus plat. L'immense majorité des étudiants en médecine en France viennent de milieux favorisés. Bien entendu, pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles et qu'on comprend et qu'on attend de la part de tout le monde, ils vont d'abord soigner les gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire les gens de leur propre milieu d'origine. C'est beaucoup plus difficile de décider d'aller soigner des gens qui viennent d'un milieu complètement différent du vôtre. Or, c'est pourtant ce qui se passe. La plupart des étudiants en médecine viennent de milieux citadins plutôt riches, ils ne vont pas s'installer à la campagne. En dehors même du fait que les campagnes se désertifient pour d'autres raisons que pour le fait que les médecins n'y vont pas. Hein. Enfin, c'est normal. Un médecin qui a grandi dans les beaux quartiers, ce sera très difficile pour lui d'aller bosser dans une zone urbaine où il y a surtout des ouvriers et des gens qui sont des manœuvres. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué pour des raisons, encore une fois, à la fois d'autopréservation, puis aussi de bagage culturel. Moi, je suis allé m'installer dans un petit village de la Sarthe parce que j'ai fini ma formation à l'hôpital du Mans. Mais quand je suis allé bosser dans ce petit village de la Sarthe, de temps en temps, quand j'avais affaire à des personnes âgées qui parlaient le patois du coin, c'était compliqué. Fallait que j'avais des bons interprètes, et puis ils étaient gentils avec moi, donc ils me traduisaient. Mais au départ, c'était un peu saisissant, quoi. Et il y a ce paradoxe-là. De l'autre côté, encore une fois, les médecins qui ont envie de favoriser leur épanouissement personnel ont tout intérêt à garder leurs prérogatives, à garder leurs avantages, hein, le savoir, le statut. Le problème, c'est que c'est incompatible avec le soin. Un soignant qui se donne entièrement, les deux, hein, l'altruisme extrême et l'égoïsme
extrêmes sont incompatibles avec le soin. Le soignant qui se donne entièrement aggrave les inégalités en sa défaveur, et puis en défaveur de son entourage. C'est-à-dire que le sacrifice, le soignant sacrificiel, ne peut pas être un bon soignant. Il ne peut pas être un bon soignant, pourquoi? Parce que s'il ne prend pas soin de lui, il ne peut pas connaître la mesure de ce que c'est que de prendre soin des autres. Il faut avoir un équilibre. Le soignant qui, au contraire, enfin le professionnel de santé qui, au contraire, se fout complètement de ses patients et se contente de faire de la prescription ou de faire entrer les gens dans des cases avec des dogmes, ne peut pas être un bon soignant non plus. J'ai écrit sur mon blog qui s'appelle l'École des soignants un article qui doit s'intituler, de mémoire, un professionnel de santé qui n'a pas de qualité relationnelle ne peut pas être compétent. Parce que vous savez, on dit souvent, ouais, d'accord, il ne cause pas beaucoup, il n'est pas très causant, mais il doit être sûrement compétent dans sa matière. Non. Un professionnel de santé qui n'a pas de capacité relationnelle ne peut pas être compétent. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, la personne qui est le mieux à même de savoir si elle est soignée ou pas, c'est le soigné ou la soignée, c'est le patient, ce n'est pas le médecin. Et le soin ne se résume pas à la délivrance de quelque chose de technique. C'est une profession relationnelle. C'est la relation qui est thérapeutique. Ce n'est pas la prescription du médecin. Donc un type qui se contente de dire « ouais, d'accord, bon, bah, vous avez une hypertension, prenez ça », peut-être qu'il sait donner des médicaments pour l'hypertension, mais ce n'est pas un soignant. Et on en vient à quelque chose qui est culturel, évidemment, qui est construit, qui est éducatif, qui est le produit de notre réflexion collective. C'est les obligations morales. Je pars du principe, ce n'est pas nouveau, je n'ai rien inventé, que avoir un savoir, disposer d'un savoir et disposer de ressources qui permettent de soigner les autres, c'est un grand privilège, ça confère un statut très important, et par conséquent, ça confère aussi de grandes obligations. C'est comme Spider-Man, hein, vous savez, les grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités. J'aime beaucoup quand on voit, on entend Spider-Man dire ça. C'est ça, c'est un super-héros, ça ne suffit pas d'être super-héros. On est obligé d'en faire quelque chose. Les obligations morales des soignants sont énoncées depuis longtemps, aussi bien dans le serment d'Hippocrate que dans les enseignements religieux comme le Talmud, par exemple, ou dans les enseignements des médecins arabes du Moyen-Âge, qui eux aussi associaient tout à fait pouvoir des médecins, enfin connaissance des médecins et obligations morales vis-à-vis des patients. C'était différent pour le catholicisme parce que c'était l'Église qui disait ce qui était bon pour les patients, ce n'était pas les médecins. Les obligations morales font aussi partie de la nature humaine, comme les éléments biologiques et psychologiques dont je parlais, puisque ces obligations morales en fait découlent de notre tendance naturelle à la coopération, à l'empathie, à la coopération. Je vous invite à lire les livres du primatologue Franz de Waal. Je vais mettre son nom là. Il a écrit beaucoup de livres et ils sont presque tous traduits en français, donc c'est en particulier L'âge de l'empathie ou bien lisez L'âge de l'empathie, puis vous lirez les autres après si ça vous intéresse, où il explique qu'en fait, l'empathie et l'altruisme ne sont pas du tout des prérogatives des humains. On trouve ça pratiquement dans toutes les espèces animales du sommet de l'évolution. C'est-à-dire on trouve ça évidemment chez les primates, mais on trouve ça chez tout plein de mammifères aussi. Il suffit que vous alliez sur YouTube et que vous tapiez vidéos d'animaux entre eux. Et vous verrez que les chats adoptent des canards, les canards adoptent des hérissons, les hérissons adoptent des chiens, etc. Et que le principe de Konrad Lorenz, c'est-à-dire que dès qu'un petit naît, il va se fixer, c'est l'empreinte, il va se fixer sur l'individu qui est à côté de lui, et c'est cet individu qui sera, entre guillemets, sa mère ou son parent. C'est un principe qui est général en particulier, mais encore une fois, pas seulement chez les mammifères, chez les oiseaux aussi. Donc, nous sommes des êtres biologiques qui fonctionnent, en fait, beaucoup plus
autour de la coopération que sur les conflits. Les conflits sont finalement, quand on le regarde, et il a fallu que les conflits soient moins nombreux que la coopération, parce qu'autrement l'espèce n'aurait pas évolué du tout. Même s'il y a trop de conflits à notre goût, on est quand même plus coopérant que conflictuel. Donc, ces obligations morales qui consistent, si nous disposons d'un statut ou que nous disposons d'un savoir qui nous oblige à les proposer aux gens dont nous nous occupons, ces obligations morales, elles vont de soi. Je pense personnellement que un professionnel de santé, quand il dispose d'un savoir, doit le partager. Quand en 2001, j'ai publié un livre qui s'appelle « Contraception, mode d'emploi », c'était le premier manuel sur la contraception destiné au grand public en France, en 2001. Aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays scandinaves, ça faisait 40 ans qu'on faisait ça. Le collectif Notre Corps Nous-mêmes, des femmes de Boston qui faisait un livre de self-help sur la santé des femmes, a commencé en 1968. Il a fallu attendre 2001 pour que quelqu'un, et c'était parce que je bénéficiais d'une bonne étoile, je venais brusquement de devenir un best-seller en vendant un roman, et je faisais de la contraception depuis très longtemps, je me suis dit, maintenant, je vais écrire le livre sur la contraception que j'ai envie d'écrire depuis. Je peux, pendant 6 mois, ne rien faire d'autre et l'écrire. Après ça, j'ai commencé à poster, j'ai fait un site internet, et je commençais à poster des informations sur la contraception sur le site internet. Et je recevais des messages de femmes qui me posaient des questions, mais qui me disaient « Mais pourquoi vous ne nous faites pas payer ?» Et je leur répondais « Mais j'ai un métier, enfin j'ai même 2 métiers où je gagne ma vie. Le problème, c'est que je ne peux pas apporter cette information à un très grand nombre de gens simplement en les voyant dans mon cabinet médical. Moralement, il me semble inacceptable de dire « Bon, je vais ouvrir une pratique privée, par exemple, et puis je vais juste vendre ça aux gens qui ont les moyens de payer. » C'est dégueulasse. C'est pas seulement immoral, c'est dégueulasse. Fondamentalement, nous avons tous intérêt à ce que le plus grand nombre possible d'entre nous aille bien. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre des informations gratuites sur la contraception sur mon site. C'est une obligation que personne ne m'a imposée. C'est une obligation que je me suis donnée à moi-même et que j'avais en tête depuis très longtemps, probablement parce que mon cerveau est fait comme ça. Je pense que c'est un hasard de la génétique. Je veux surtout pas qu'on pense que j'ai eu une illumination et qu'un jour j'ai compris. Non, c'est juste que je ne peux pas penser autrement. Cette obligation morale, donc, ne peut pas venir seulement des professionnels, parce qu'il y a des gens comme moi qui trouvent tout à fait naturel de partager le savoir, et donc de s'occuper des demandes des femmes quand elles viennent les voir de façon tout à fait naturelle, y compris quand ce ne sont pas des femmes, ou y compris quand ce sont des femmes qui n'ont pas de problème, quand les médecins eux-mêmes sont des femmes qui n'ont pas de problème. Mais ce n'est pas possible de n'attendre ça que des professionnels. Il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi exigé, imposé par le public. Pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, à un moment donné, ont eu le droit de vote? C'est parce qu'il y a des femmes qui sont sorties dans la rue en disant « je veux le droit de vote ». Pourquoi est-ce que la contraception a été, ou l'avortement, ont été finalement légalisés dans un pays comme la France? Parce qu'il y a eu des pressions populaires. Ce n'est pas venu simplement de la bonté des élus. Donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, cette situation qui est une situation dans laquelle nous attendons beaucoup des médecins, et en particulier pour nous aider à vivre notre vie correctement, et non pas simplement à ne pas être malade. Encore une fois, je regarde la salle, l'immense majorité, enfin il y a beaucoup de personnes jeunes, beaucoup plus jeunes que moi en tout cas, dans cette salle, qui sont très probablement en bonne santé, qui ont probablement des trucs qui leur pourrissent la vie un peu de temps en temps,
Ce qu'elles attendent des médecins, ce n'est pas qu'elles les empêchent de mourir, ils n'y parviendront pas. Mais au moins de leur rendre la vie moins compliquée pour tel ou tel type de raison. Et ça, c'est à nous de l'exiger. Ce n'est pas à nous, le public. Ce n'est pas aux médecins de nous le donner ou de nous l'accorder. Parce qu'on serait encore dans une relation qui serait une relation de type paternaliste, où on s'adresse au chaman et où le chaman consent à nous donner ça. Et c'est compliqué parce que si nous disons au chaman « tu es un individu comme moi », qui va nous servir d'intermédiaire avec l'au-delà? C'est une manière un peu, comment dire, imagée de dire nous sommes aussi, fondamentalement, il faut lire, mais je ne sais pas s'il est traduit en français, lui, il faut lire, comment il s'appelle, Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel il y a quelques années, donc Daniel Kahneman. Et il a écrit un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, penser vite et lentement. Et je ne crois pas qu'il a été traduit, mais pour ceux qui lisent l'anglais, je vous le recommande vivement. Dans lequel il expose les travaux qu'il a menés avec un autre psychologue qui est mort il y a beaucoup plus longtemps, mais avec qui ils ont travaillé ensemble, et dans lequel il explique qu'en fait, notre pensée, le mode de fonctionnement du cerveau, est un mode toujours qui commence par une émotion et qui ensuite rationalise cette émotion. Toujours. Sauf que ça se fait, parce que notre cerveau a évolué de façon tout à fait efficace, ça se fait de manière instantanée, et nous n'avons pas conscience du fait que nos décisions, nos paroles, nos réactions, même si nous pensons qu'elles sont rationnelles, en fait, sont toujours sous-tendues par des émotions. Toujours, 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 toujours. Et c'est normal parce que vous savez, le cerveau humain, c'est le produit de l'évolution sur des millions d'années. Et il y a un cerveau végétatif au milieu. Le cerveau végétatif, c'est ce qui fait que vous respirez sans vous rendre compte que vous respirez, que votre cœur bat sans que vous en rendiez compte, que votre intestin fonctionne tout seul. Il y a le cerveau reptilien. Ça, c'est le cerveau des émotions. C'est-à-dire la faim, le sommeil, le désir sexuel, la peur, etc. Et puis, au-dessus, et ça c'est ce qui s'est développé en dernier, il y a le cortex et puis le cortex préfrontal, c'est-à-dire ce qui nous permet de penser, de construire des émotions, de construire des concepts compliqués, etc., etc. De rationaliser le fait que, oui, il ne m'a pas appelé depuis, ou elle ne m'a pas appelé depuis 6 heures. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'habitude, c'est jamais plus de 5 heures. Est-ce qu'elle m'en veut? Etc. Et notre imaginaire est conçu, et nous sommes des individus d'imaginaire. Je veux dire, c'est parce que nous avons un imaginaire que nous aimons les histoires, que nous racontons des histoires, que nous reprenons les histoires des autres, etc., que nous en inventons pour nous-mêmes. Mon fils ne peut pas écrire depuis 3 jours. Est-ce qu'il est mort au fond d'un puits? Est-ce que voilà. Pourtant, en Angleterre, il y a des téléphones. Enfin, je veux dire, et il y a l'Internet. Pourquoi il... Bon. Donc, notre cerveau est un cerveau qui n'est pas un cerveau rationnel. Dans cette partie du cerveau, dans ce cerveau, il y a des zones qui sont dévolues à des croyances qui ne sont pas des croyances scientifiques. Et donc, la façon dont nous voyons des personnes d'autorité, comme par exemple le médecin, s'accompagne aussi d'une crainte de rejeter ces croyances. C'est très difficile, pour un certain nombre d'entre nous, de dire à un médecin ce que vous faites ne me convient pas. J'en reviens à la question de la gynécologie.
Il y a un truc très très simple, c'est que quand j'ai commencé à exercer au centre de planification, et que de temps en temps on voyait des femmes qui venaient au centre de planification parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous chez le gynécologue, etc., ou parce qu'elles n'avaient pas envie de retourner chez le gynécologue, puis elles rentraient dans le bureau, et puis elles posaient leur sac, et elles commençaient à se déshabiller pour aller monter sur la table. Je disais, oh, attendez, on va causer d'abord. Puis peut-être que je n'ai pas besoin de vous examiner. Ah bon, mais parce que moi, chez le gynécologue, je dis peut-être, mais ici, non. Bon. Si on part du principe que quand on va, par exemple, quand on est une femme et qu'on va chez le gynécologue, qu'il faut se déshabiller, ça c'est quelque chose qui a été entièrement induit par le comportement, peut-être pas de ce gynécologue ou de cette gynécologue, mais des gynécologues. Un patient qui rentre dans un bureau de médecin n'a pas à se déshabiller d'emblée. Point. Je suis sûr que c'est très difficile pour ceux ou celles d'entre vous qui rentrent chez un médecin qui a l'habitude de les faire de se déshabiller avant de discuter. Ce serait très difficile pour vous, ou ça a été très difficile, ou c'est très difficile de lui dire « Non, monsieur, je ne veux pas me déshabiller ». Vous voyez ce que je veux dire? Cette résistance que nous avons nous-mêmes à dire « Je suis quelque chose qui n'est pas ce que vous me demandez d'être », c'est une résistance que nous portons en nous-mêmes. Le médecin en face peut être parfaitement charmant. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un fouet. Peut-être d'ailleurs qu'il vous répondrait si vous lui disiez « non, là, je n'ai pas envie de me dire... » Moi, combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « je n'ai pas envie que vous m'examiniez aujourd'hui, j'ai mes règles. » C'était jamais vrai. J'ai fini par comprendre que c'était jamais vrai. C'était une manière de me dire « je n'ai pas envie que vous me touchiez. » Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par dire aux femmes qui rentraient dans mon bureau et qui s'asseyaient, je leur disais « vous savez, il n'est pas du tout nécessaire, probablement, que je vous examine, sauf si vous pensez que c'est nécessaire à vous. » C'est-à-dire s'il y a des symptômes ou un problème physique qui nécessite, de votre point de vue, que je vous examine. C'est redonner, encore une fois, c'est dire aux personnes, c'est vous qui décidez ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Encore une fois, ça ne peut pas venir des seuls médecins. Si on attend que ça vienne d'eux, il y a des gens comme moi qui feront ça spontanément, et puis il y en a d'autres qui ne le feront jamais. Parce qu'ils sont tous différents. Parce que aussi la sélection et la formation des médecins ne les poussent pas à respecter l'individu d'emblée, à respecter sa pudeur, à respecter son... Je dois faire une conférence, une communication sur la pudeur dans l'entretien à Paris là, dans 3 jours. Je résiste pas au plaisir de vous raconter cette histoire-là. C'est pas vraiment le plaisir, mais enfin, au fait de vous raconter cette histoire-là. Une jeune femme de 14 ans rentre chez un médecin de famille et lui demande la pilule. Elle dit « je voudrais prendre la pilule ». Et le médecin de famille, qui est un type charmant, c'est un jeune médecin, il vient de s'installer, il est bienveillant et tout. Et il la regarde comme ça et puis il lui dit est-ce que vous avez des rapports sexuels? Et là, la jeune fille ne dit plus rien. Elle se tait. Elle ne dit plus rien du tout. C'est-à-dire qu'il a beau l'interroger, elle ne sort plus un mot. Au bout de 20 minutes, il est obligé de la raccompagner parce qu'elle ne dit plus rien. Elle est complètement figée sur la chaise. Quelques semaines plus tard, il se trouve qu'il fait des vacations, il vient faire des vacations dans le centre où je travaille. Et puis, je discute avec lui, puis il voit un dossier passer, et puis il voit le nom de la jeune fille sur le dossier. Et la jeune fille vient pour se faire interrompre sa grossesse. 14 ans. Heureusement, c'était après l'élargissement de la loi, c'est-à-dire le moment où il n'était plus nécessaire d'avoir l'autorisation des parents, mais on pouvait demander simplement à un adulte de servir de témoin. Et alors, il interroge, il a l'air d'être embêté, puis bon, il ne m'en parle pas, et il va discuter ensuite avec la conseillère de planification, et il lui dit, mais pourquoi est-ce que cette jeune fille n'avait pas de contraception? Et la conseillère de planification, qui ne sait pas qu'elle était allée le voir lui dit, non, elle est allée voir un médecin pour demander une contraception, c'était le seul médecin de son quartier, c'était le seul qu'elle pouvait aller voir, mais quand elle lui a demandé la contraception, la première question qu'il lui a posée, c'était « Est-ce que vous avez des relations sexuelles ?» Et là, elle n'a plus pu répondre du tout parce qu'elle avait des relations sexuelles imposées par son oncle. C'était donc quelque chose dont elle ne pouvait pas parler. Par la suite, quand j'ai donné des ateliers de contraception
à des étudiants en médecine. Je commençais en disant, bon alors, si quelqu'un vient, une gamine de 14 ans vient vous demander une contraception, quelle est la première question que vous lui posez? Moi, dans mon esprit, la première question à poser, c'est qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous auriez envie d'utiliser? Et quelles sont les méthodes dont vous voulez que je vous parle? Et qu'est-ce que vous ne savez pas? C'est ça la première question. C'est un échange d'informations. C'est pas je vais vous prescrire, c'est dites-moi, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous croyez, de quoi vous avez peur, etc. De quoi avez-vous besoin, en fait, en gros. Et plusieurs des étudiants me répondent, ouais, la première question qu'on lui demande, c'est est-ce que vous avez des rapports sexuels? Je dis non. Non. Non, non, non. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. La sexualité de vos patients ne vous regarde pas. Comment ça ne nous regarde pas? Mais il faut que... Mais non, la sexualité de vos patients ne vous regarde pas. S'ils ont envie de vous en parler, très bien, vous les écoutez. Mais s'ils ne vous en parlent pas, ça ne vous regarde pas. C'est intrusif. Bon. Et je leur dis, et en plus, c'est idiot de poser cette question. Parce que ou bien elle en a, et alors, d'accord, elle en a, donc elle a bien besoin de sa pilule, ou bien elle n'en a pas, et elle a prévu d'en avoir, et à ce moment-là, il ne faut sûrement pas lui refuser sa pilule. Parce que ça veut dire qu'elle a planifié. Donc celle-là, il faut s'incliner en lui disant, écoutez, je suis bien content que vous veniez et que vous ayez évité toutes ces angoisses, et je vais vous prescrire votre pilule, même si vous n'avez pas de rapport sexuel encore. Donc, vous voyez, comme les préjugés, la formation initiale ou la déformation initiale des professionnels peut entraîner quelque chose qui devient, ça dépend évidemment des gens en face de qui ils se trouvent, mais qui peut devenir au moins intrusif, au maximum qui peut devenir une violence. La raison pour laquelle c'est particulièrement important pour les femmes, encore une fois, on revient toujours à la même chose, c'est que les femmes sont les principales utilisatrices de professionnels de santé et de soins de santé. Et elles sont les principales utilisatrices dans toutes les circonstances de la vie. Même, il ne faut pas imaginer, par exemple, qu'après la ménopause, les femmes consultent moins. Au contraire, les femmes consultent encore plus, par exemple, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs filles, leurs maris, etc. Mais elles consultent aussi pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont un marché pour l'industrie pharmaceutique. Un exemple tout simple, c'est le marché de l'ostéoporose. Les radios, les médicaments, la peur qui guident ce marché sont énormes. C'est-à-dire que les femmes se sentent coupables d'être ménopausées et de perdre de la masse osseuse, et donc d'être susceptibles de se casser la hanche, et donc de devenir invalides, et donc d'être à la charge de leur famille. Et donc comme ça, vous pouvez leur faire bouffer au minimum de la vitamine D, ça c'est pas grave, et du lait et des yaourts, ça c'est pas grave, mais au maximum des médicaments pour soi-disant solidifier un os qui n'en a pas besoin en fait. Ça c'est quelque chose qui est encore une fois très, très important et qui s'adresse une nouvelle fois, majoritairement aux femmes. Et c'est pour ça que je disais au début que ma profession m'a amené à me poser la question de savoir ce que c'était que le féminisme, mais aussi ensuite à me rendre compte que le féminisme, ce n'est pas un truc dans l'absolu. Le féminisme, c'est aussi, finalement, c'est une partie ou un moteur ou un élément majeur de la lutte contre les inégalités, de l'accès aux soins de l'ensemble de la population. Parce qu'encore une fois, si on soigne les femmes correctement, comme les femmes elles s'occupent de tous les autres, on va soigner tout le monde. Je me souviens, quand j'étais installé à la campagne, j'étais dans un petit village de 1500 habitants et il y avait des cités pavillonnaires qui se construisaient parce que les gens qui vivaient en ville venaient habiter plutôt en milieu semi-rural parce que c'était plus sympa. Et au début, évidemment, dans les maisons qui n'étaient pas toutes habitées, il y avait des jeunes femmes avec des enfants. Et évidemment, ces enfants, sales gosses, ils étaient malades de temps en temps.
c'est un peu le propre des enfants d'être malade et de se faire cajoler. Bon. Et, par exemple, il y avait le truc tout banal et très fréquent, c'était mon gamin à 39, 38,5. 38,5. 39, déjà, c'était plus angoissant. Mais 38,5 ou 38,3. 38,3. 37,9. Bon. Et alors, j'avais une femme qui m'appelait en me disant, bon, mon gamin a de la fièvre, est-ce que vous pouvez passer? Bien sûr, madame. Je passais, j'enlevais les 14 vêtements qu'il avait sur lui, parce qu'il frissonnait, évidemment, donc on l'avait recouvert. Quoi, mais non, quelle température il fait dans la maison? Ben, il fait 22 dans sa chambre. Je dis, bon, donc, il risque rien. Il risque rien. Eh ben, on va lui donner un bain. Ah oui, bah oui, on va lui donner un bain, vous allez voir. Et puis on va lui reprendre la température après. Bon. Et puis évidemment, le gamin qui était comme ça, dès qu'on lui donnait un bain, il allait mieux. Et puis là, on pouvait lui donner le biberon avec le paracétamol dedans. Évidemment, une demi-heure après, il pétait la forme et il grimpait au plafond. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'il a? Et je répondais, je ne sais pas. C'est probablement une virose quelconque. Ça, c'est l'expression que j'ai le plus utilisée dans ma profession. Une virose quelconque. Bénigne, quoi. Dans 3 jours, ce sera fini. Si ça se trouve, demain, c'est fini. Les fièvres, le nombre de fièvres qui commencent le soir à 19h et qui se terminent le lendemain à 6h du matin. Et alors, bon, mais alors, docteur, la prochaine fois qu'il fait ça, je peux le faire moi-même. Si je ne vous appelle pas, c'est pas grave. Si je ne suis pas sûr, je peux vous appeler quand même, mais sans vous faire venir. Au bout d'un moment, évidemment, je ne sais pas, mais enfin, au bout de quelques mois ou quelques années, évidemment, celle qui habitait au numéro 8, quand il y en avait une nouvelle qui arrivait au numéro 6 et qu'elle avait un petit, elle lui disait comment il fallait faire. Donc celle du numéro 6 ne m'appelait pas. Et c'était très bien, parce que c'est pas que je manquais de patients, hein, je veux dire, j'avais des patients qui venaient pour d'autres raisons. Vous voyez comment le processus qui consiste à dire, où je pourrais vous raconter aussi les 12 histoires, ou les 14 histoires, ou les 25 histoires de 2 jeunes filles qui viennent en consultation. L'une vient demander une contraception, l'autre, elle vient juste pour l'accompagner. En fait, il y en a une qui a l'autorisation parentale, maternelle, etc., d'avoir une contraception, l'autre pas. Mais elle est intéressée quand même. Donc, je délivre l'information aux deux en même temps. Et évidemment, tout le monde est content. Même s'il n'y en a qu'une qui paye la consultation, le travail, il va se répandre. L'information va se répandre. Donc, vous voyez comment, quand on est dans une posture qui est une posture de partage, c'est bénéfique pour tout le monde. Ah oui, je me souviens de confrères qui me disaient, mais tu sais... si tu expliques tout aux gens, ils ne te respecteront plus. Je disais, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui j'expliquais les trucs qu'il me demandait et qui ensuite me disait « Ouais, non, vous n'êtes pas respectable. J'ai plus de respect pour vous, mais tout expliqué, j'ai tout compris. » J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Au contraire, tu expliques les choses aux gens et tu les rends plus maîtres de leur destinée, ils sont prêts à tuer pour toi. Encore une fois, je ne suis pas arrivé à ces conclusions du jour au lendemain. Là, je vous parle de 30 ans d'expérience. Mais manifestement, j'ai appris beaucoup parce que dans mon travail de médecin, comme j'étais un peu single-minded, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire moi je suis un peu basique, je réponds à des questions simples, je me pose des questions simples et je donne des réponses simples. J'essaye toujours que ce soit simple pour moi. Il faut que ce soit simple pour moi. Si c'est simple pour moi, ça va être simple pour les autres. Bon. J'étais amené à répondre à des questions qui étaient des questions très élémentaires, très quotidiennes, c'est ça, très quotidiennes. Et c'est ça la santé des femmes. Les femmes posent des questions qui sont des questions directes, des questions élémentaires sur leur vie quotidienne, sur la vie quotidienne des gens qui les entourent. Des questions qui sont toujours à la limite de la physiologie et de
de la variante, qui n'est pas de la pathologie, mais qui est un extrême dans le physiologique. Elles savent aussi très bien identifier, je me souviens à combien de fois j'ai vu des mères faire le diagnostic de ce qui se passait chez leur enfant. Alors que moi, je dis, bon, non, c'est pas ça. Ah, vous savez, d'accord, elle a pas mal quand vous lui appuyez sur le ventre, mais son frère, qui est comme elle, quand il a eu son appendicite, c'était comme ça. Quand une mère vous dit ça, tout de suite, vous envoyez chez le chirurgien, et là, le chirurgien, il découvre un abcès de l'appendice, donc la mère, elle avait foutrement raison. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir, d'une connaissance, d'une pensée, d'un certain nombre de relations émotionnelles qui sont pertinentes dans la relation de soins et qui sont pertinentes quand elles viennent du patient. Et c'est à ça, si vous voulez, que je voulais arriver. Fondamentalement, la médecine a toujours été, et elle est toujours, paternaliste. La médecine, pendant très longtemps, a été exercée uniquement par des hommes. C'est pour ça que le paternalisme médical s'est propagé jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a des femmes médecins qui sont paternalistes. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne devraient pas l'être, c'est parce que comme elles ont été formées pour être paternalistes, eh ben elles sont paternalistes. Et ça n'a rien à voir avec leur genre. Et l'amélioration des relations entre les professionnels de santé et la population passe par une remise en cause de ce paternalisme, qui n'est pas facile, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas facile de remettre en cause la personne d'autorité et de savoir et le soignant symbolique que nous voyons dans chaque professionnel de santé. Mais ça ne peut pas avoir lieu si ça n'est pas remis en cause par tout le monde. Je voulais vous mentionner très rapidement, et après, si vous avez encore la force de me poser des questions, je serai content de répondre. Je voulais d'abord vous mentionner et vous conseiller 2 téléséries dont j'ai mis le titre là-haut, qui sont Transparent et Call the Midwife. Alors Transparent, c'est une télésérie qui parle, dont le sujet est très simple. C'est une série sur la sexualité et les questions de genre, et qui commence tout simplement par l'histoire d'un homme de 65 ans qui fait sa transition. C'est-à-dire qui dit, en fait, j'ai toujours été une femme à l'intérieur et je vais devenir une femme. Et qui fait sa transition homme vers femme. Et des conséquences et de tout ce que ça remet en cause dans l'identité de genre et l'identité sexuelle et les préférences sexuelles de ses enfants et de son entourage. C'est pas très long, il n'y a que 2 saisons encore. On peut le télécharger. Vous pouvez télécharger la télésérie d'un côté et puis les sous-titres de l'autre. C'est excellent, c'est vraiment bien. C'est vraiment bon. La deuxième série, c'est Call the Midwife. Alors ça, c'est un truc incroyable. C'est une télésérie qui parle des sages-femmes à Londres, à la fin des années 50, qui est fondée sur les mémoires d'une vraie sage-femme, et qui raconte rien moins que l'histoire des femmes et de la médecine dans l'après-guerre en Angleterre, c'est-à-dire en Occident. C'est à tomber par terre tellement c'est bien. Le réalisme, il y a 1 ou 2 accouchements par épisode, le réalisme des accouchements, je ne sais pas comment ils font parce qu'il faut qu'ils aient une maternité à côté, qu'ils aillent chercher les nouveau-nés pour pouvoir les faire jouer dans le film, parce que ce n'est pas des vraies femmes enceintes, hein, les actrices, c'est des actrices. Mais il y a des accouchements. Alors les femmes, là vous voyez que les Anglais, ils font accoucher les femmes dans toutes les positions possibles et imaginables. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui choisit dans quelle position elle accouche. Tout bonnement. Bon. On voit aussi comment la médecine, au début, la santé des femmes, c'est les sages-femmes qui s'en occupent. Ce n'est pas les médecins. Les médecins s'en occupent aussi, mais toute la santé des femmes est confiée aux sages-femmes. Et les sages-femmes s'en occupent très bien. On voit comment l'Angleterre est un pays beaucoup plus évolué que la France, puisque en 1959, quand une femme enceinte a mal pendant son accouchement, on lui donne des morphiniques pour pas qu'elle ait mal. Ah ouais. Alors qu'en France, il a fallu attendre le milieu des années 80 pour qu'on donne des morphiniques aux cancéreux. Bon.
Call the Midwife, c'est une série à tomber par terre. Alors là, à mon avis, c'est la série médicale féministe la plus accomplie depuis... Enfin, il n'y en a pas eu d'autres aussi accomplie que ça. C'est une série médicale et féministe. Alors, plus féministe que ça, tu meurs. Hein, je veux dire, c'est écrit par des femmes. Il n'y a pratiquement que des femmes comme personnages. Il y a 3 hommes sur les... Enfin, il n'y a que des femmes tout le temps. Et puis, de temps en temps, il y a des hommes. C'est une série qui fait de la critique sociale, bien entendu. C'est une série qui fait de la critique sociale et qui, en particulier, parle de l'intrusion progressive de la médecine dans la vie. Donc c'est pratiquement... En fait, je pense que j'aurais dû venir faire une conférence sur Call the Midwife avec une projection d'épisodes. Parce que je suis stupéfait. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est la série la plus populaire en Angleterre à l'heure actuelle, à juste titre, parce que c'est vraiment formidable. Et donc, je voulais juste conclure sur cette petite phrase qui résume un petit peu ce que je vous ai dit ce soir. L'amélioration de la santé et du niveau de vie des femmes, mais je pense de l'ensemble de la population, passe malheureusement à l'heure actuelle, passe par une plus grande médicalisation de la santé. Or, il serait plus juste que les femmes utilisent les progrès de la médecine selon leurs critères pour améliorer leur santé, sans être contraintes à s'assujettir aux normes édictées par le corps médical. Mais pour cela, il est nécessaire qu'elles critiquent activement les directives de santé qu'on leur impose, depuis la sommation d'avoir des enfants. En ce moment, un des grands mouvements qui sont en train de monter en France, c'est la liberté, pourtant autorisée par la loi, la liberté pour les individus d'un genre comme de l'autre, de se faire stériliser s'ils ne veulent pas avoir d'enfants. À l'heure actuelle, il est encore extrêmement difficile, en particulier dans le sud de la France, de trouver un gynécologue qui accepte de faire une ligature de trompe à une femme qui la demande, quel que soit son âge, quel que soit le fait qu'elle ait des enfants ou pas, alors que la loi l'y autorise. C'est les médecins qui font de l'obstruction, ce n'est pas la loi. Là, on voit combien un corps social peut être, opposé à la liberté des individus. Donc que ce soit les normes, par exemple le fait d'avoir des enfants ou pas, au Canada, une femme dit « je ne veux pas d'enfant », bon, un homme dit « je ne veux pas d'enfant », bon, j'ai demandé par curiosité comment il fallait faire pour avoir une vasectomie. Et le correspondant à qui je posais la question, il m'a expliqué, et une vasectomie au Canada, c'est 150 $, c'est-à-dire 100 €, et c'est un quart d'heure. Et il y a plein d'hommes qui... Et la vasectomie en Amérique du Nord, il doit y avoir 15 millions d'hommes qui ont déjà eu une vasectomie et 15 millions de femmes qui ont eu une ligature de trompe, et ça ne pose de problème à personne. Il n'y a qu'aux médecins français que ça pose des problèmes. Il est nécessaire de critiquer les directives de santé ou les dictates qui sont imposés par les médecins, depuis la sommation des droits des enfants, en passant évidemment par la médicalisation de l'accouchement. Regardez Call the Midwife et vous verrez qu'on peut accoucher sans monitoring, ni sans rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accidents, mais les monitorings ne diminuent pas les accidents. Ils diminuent simplement l'angoisse des médecins. C'est tout. Et à mon avis, c'est superflu. Jusqu'au vaccin anti-HPV qu'on demande aux femmes, aux mères, d'imposer à leurs filles mineures. Et il faudrait peut-être se poser la question de savoir si c'est absolument indispensable de vacciner pour tout, contre tout et n'importe quoi, sans avoir réfléchi à ce qu'on appelle l'équilibre, la balance bénéfice-risque entre les bénéfices attendus du vaccin et d'autre part les risques possibles, toujours possibles, et souvent imprévisibles, qu'une vaccination étendue à un très grand nombre de gens peuvent avoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien rempli la mission qui m'avait été confiée, mais je vous remercie de votre attention.